Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle exploration en profondeur. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on s'attaque à un morceau, enfin c'est un sujet absolument fascinant. L'idée, c'est de comprendre l'architecture invisible qui gouverne notre monde. Ouais, un très vaste programme. C'est clair, on a très souvent tendance à croire que nous vivons simplement entourés de machines de plus en plus sophistiquées, des gadgets hyper pratiques. Des serveurs informatiques, de l'intelligence artificielle, oui. Voilà, c'est ça. Mais en réalité, si l'on en croit nos sources du jour, on a quitté l'ère de la simple machine, on est entré dans quelque chose de beaucoup plus vaste. De beaucoup plus complexe et d'infiniment plus englobant. Tout à fait. Et pour mener à bien cette analyse, on va se plonger dans des extraits d'un ouvrage. Franchement, c'est un ouvrage visionnaire de Jacques Ellul. Le système technicien. Exactement. Le système technicien. C'est un livre qui a été publié en 1977, traduit un peu plus tard en 80, et sa pertinence pour décrypter la réalité d'aujourd'hui est juste stupéfiante. C'est fou d'ailleurs. Oui, il avait vu venir des dynamiques qui structurent notre quotidien avec une précision vraiment chirurgicale. Donc la mission de cette discussion aujourd'hui, elle est très claire. On veut démystifier ce que signifie réellement vivre dans ce qu'on appelle une société technicienne. C'est le cœur du sujet. Il s'agit d'aider notre auditoire, tous les esprits curieux qui aiment creuser, à voir au-delà du dernier smartphone, quoi. Comprendre comment la technologie est devenue le système même qui organise et définit chaque aspect de la vie moderne. Et c'est crucial de le comprendre. Franchement, oui, ça tombe à pic. C'est si facile de se sentir complètement submergé par le rythme de l'innovation en ce moment. On a un peu l'impression d'être sur un tapis roulant qui accélère sans arrêt, hein. Ben, c'est d'une excellente image. Du coup, mon rôle ici, ça va être de poser un cadre d'analyse, relier les points pour faire apparaître la grande image globale. Et sans jargon, s'il te plaît. Promis, sans aucun jargon sociologique incompréhensible. On va regarder sous le capot de ce fameux système pour rendre cette infrastructure visible. Super. Ok, décortiquons ça. Quand on parle de notre société, on entend très souvent l'expression de société industrielle, Oui, c'est un classique. popularisée par des penseurs comme Raymond Aron notamment, et on s'imagine naturellement dans la stricte continuité de la révolution industrielle avec des usines, des chaînes de montage. C'est l'image qu'on en a tous. Mais dans les textes qu'on a préparés, Jacques Ellul balaye complètement cette idée. C'était vrai au XIXe siècle, mais il affirme que ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Pourquoi? Parce que l'analyse d'Ellul démontre que même si l'industrie est évidemment toujours là, elle est même massive, elle n'est plus le cœur battant de la société. Elle n'est plus son essence. D'accord. Et pour comprendre cette rupture, Ellul utilise une métaphore que je trouve brillante. Il l'emprunte au monde de l'art, et plus précisément au peintre Georges Seurat. Ah oui, j'avais vu cette référence dans le dossier. Je me disais, qu'est-ce qu'un peintre pointilliste vient faire dans une discussion sur les usines et les machines? Comment il relie ça en fait? C'est très ingénieux. Autrefois, l'usine classique ressemblait un peu aux petits points de couleur juxtaposés sur une toile de Seurat, ou, si l'on veut une autre image, à une fourmilière. Une fourmilière. Oui, les machines étaient là, regroupées, mais elles restaient fondamentalement indépendantes les unes des autres, isolées dans des ateliers cloisonnés. Ok, je vois. Si une machine tombait en panne, ou si un ouvrier, donc une fourmi dans cette métaphore, faisait une erreur, la ruche continuait de fonctionner. L'usine était juste un ensemble de pièces côte à côte. Mais aujourd'hui, cette fourmilière n'existe plus du tout, c'est ça? Exactement. L'usine moderne s'est métamorphosée. C'est devenu un corps unique, un flux continu, gigantesque et ultra complexe. Il n'y a plus de séparation alors? Non, tout est intégré. Et pour qu'un tel flux ininterrompu fonctionne, il faut ce qu'Ellul appelle une cérébralisation. Un cerveau central. C'est ça, un ordinateur central, un système d'information qui gère l'ensemble comme un seul organisme vivant. Du coup, les fourmis individuelles, avec leur petite marge d'erreur, elles n'ont plus leur place dans ce niveau de complexité. C'est vertigineux de voir les choses sous cet angle. Surtout que dans le matériel, il y a un autre chercheur, Radovan Richta, qui analyse aussi cette transition. Oui, Richta est incontournable sur ce point. Il semble dire que le vieil industrialisme était très linéaire, très hiérarchique, avec une séparation hyper stricte entre ceux qui pensent et ceux qui exécutent. Le taylorisme pur et dur. Voilà. Et il dit que la technologie moderne, au contraire, elle est décentralisée, flexible. Sauf que Richta, il voyait ça d'un très bon œil, non? Il croyait que ça allait libérer l'humain. Complètement. Richta offre une description technique très pointue de ce passage, d'un système fermé à un système ouvert, basé sur l'information. Mais c'est là qu'Ellul apporte une nuance critique fondamentale. Il n'est pas d'accord avec Richta?
Il lui reproche un idéalisme naïf, presque sentimental en fait, Naïf, comment? de croire que la technologie allait nous sauver. Exactement. Richter a complètement évacué la notion de pouvoir de son analyse. La domination, tout ça, il l'a mis sous le tapis. Ah oui, quand même. Il a postulé que la technologie, livrée à elle-même et débarrassée de l'industrie lourde, mènerait naturellement à l'enrichissement humain. Mais Ellul rappelle une règle de base, la technologie, c'est de la puissance. Et qui dit puissance? Dit domination, inévitablement. Penser que cette puissance technologique va magiquement aboutir à une société harmonieuse sans rapport de force, c'est oublier comment fonctionne le pouvoir. Ce qui nous amène à un point que je trouve assez drôle dans les sources. On dirait que les sociologues adorent inventer des mots à la mode pour décrire notre époque. C'est une vraie foire aux étiquettes. Ah ça, c'est le grand sport des sciences sociales. Prenons l'expression de société post-industrielle de Daniel Bell. Au premier abord, ça semble honnête, non? La plupart des gens ne bossent plus dans des mines de charbon. Pourquoi Ellul déteste ce terme? Ce qui est fascinant ici, c'est l'argument sémantique qu'il utilise. Ellul souligne que définir une époque par ce qu'elle n'est plus, c'est d'une paresse intellectuelle absolue. C'est vrai que ça ne dit pas ce qu'elle est. C'est aussi absurde que d'appeler le XVIIe siècle la période post-féodale. Ça ne décrit aucune dynamique nouvelle. Ça regarde juste dans le rétroviseur. C'est très juste. Alors, passons à une autre étiquette qu'on entend tout le temps. La société de consommation. On clique, on achète, on est livré le lendemain. C'est bien le cœur de notre société, non? Eh bien, pour Ellul, non, pas du tout. La consommation, ce n'est qu'une façade. Une façade. Mais tout est fait pour nous faire acheter. Justement, pour qu'une société de consommation existe, il faut deux piliers. D'abord, une technologie matérielle capable de produire en masse. Sinon, pas de produit. Logique. Et ensuite, il faut une technologie psychologique, la publicité. C'est ça qui déclenche la consommation. Sans ces techniques scientifiques de persuasion, l'humain ne consommerait pas frénétiquement. Donc la publicité est une technologie. C'est vrai que quand on voit le ciblage algorithmique aujourd'hui, ça prend tout son sens. La consommation est le résultat du système technicien, pas sa cause. D'accord. Et quid de la société bureaucratique? Parce que quand j'entends ça, je vois tout de suite des formulaires interminables et des guichets. C'est l'image classique. Mais l'idéal de l'administration moderne, c'est de fonctionner avec la précision neutre d'un moteur. Chaque bureau est un rouage. C'est l'application de la technique d'organisation. Comme les algorithmes des impôts ou les logiciels de tri de CV. Exactement. C'est la technologie de l'organisation appliquée à l'humain. Ça me fait penser aux situationnistes et à leur société du spectacle. C'est une idée qui résonne tellement fort aujourd'hui. L'idée que le travail, la politique, tout devient spectacle parce que la technologie dilue la réalité dans des images. Absolument. Le spectacle est très pratique pour le système technicien. Il maintient l'individu dans un rôle de spectateur passif. On est hypnotisé par des écrans et pendant ce temps, la machinerie opère en coulisses. On scrolle à l'infini pendant que le système tourne. Et pour finir sur les étiquettes, il y a ce terme de Brzezinski à technétronique. Un simple mot valise. Technique plus électronique. Ça n'ajoute rien de conceptuellement nouveau, même si l'électronique est bien sûr majeure. Donc, si je résume, post-industriel, consommation, bureaucratie, spectacle. Tous ces penseurs décrivent des symptômes réels. Oui, tout à fait. Mais ils ratent la maladie en elle-même. Le dénominateur commun sous-jacent, c'est le système technicien. C'est l'infrastructure invisible qui permet à la consommation ou au spectacle d'exister. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que si ce système englobe tout, est-ce que ça veut dire que la société entière est devenue un robot géant? C'est le mythe de la méga-machine de Louise Mumford ou Norbert Wiener. On est tous des engrenages. C'est une angoisse récurrente. Mais Ellul rassure, il rassure et il inquiète en même temps. Comment ça? La société n'est pas une machine. Elle reste chaotique, pleine d'espaces vides et de courts-circuits sociaux. Mais le système technicien vient se greffer sur ce corps naturel et social. Et la greffe ne prend pas facilement. Non, ça crée de graves frictions. Des désordres écologiques, sociologiques. La société ne devient pas mécanique, mais le système la traite comme un objet. J'ai un exemple parfait tiré de nos sources pour illustrer ça. En 1972, il y a eu ce projet au Japon. L'Institut japonais de développement de l'utilisation des ordinateurs prévoyait d'automatiser des villes de 100 000 personnes. Un vrai délire technocratique. Il voulait confier toutes les décisions de la ville aux connexions informatiques entre les hôpitaux, les écoles, pour éliminer la décision humaine. C'est le piège absolu de l'utopie moderne. Historiquement, l'utopie, c'était un rêve impossible. Aujourd'hui, elle sert de leurre.
Un outil de relations publiques pour les technocrates. Exactement. La technologie a réalisé des rêves, comme voler ou communiquer à distance. Du coup, le public est prêt à accepter n'importe quel futur technologique comme une panacée. Ça me rappelle les prédictions complètement folles de David Rorvik dans les années 70 qu'on a lues. Il parlait de trucs comme le keyburst ou la stimulation électronique du cerveau, Ah oui, l'électro-euphorie. l'électroeuphorie et l'électrosexe. Ouais. Il imaginait que c'était l'avenir radieux de la société. Franchement, de l'électrosexe pour tous. C'est ridicule, mais ça montre bien le danger. Et Lull appelle ça un anthropocentrisme infantile. C'est-à-dire, C'est cette erreur de confondre des expériences isolées en laboratoire avec la réalité sociologique de demain. On ne peut pas transposer la stimulation d'un rat de labo à l'échelle d'une civilisation. alors qu'est-ce que tout cela signifie au final? Si la technologie, ce n'est pas juste des machines ou une méga machine géante, comment on la définit? C'est l'ensemble des moyens absolument les plus efficaces à un moment donné, Donc dans n'importe quel domaine. dans n'importe quel domaine. Le sport, la lecture rapide, l'administration, le management. C'est la recherche de l'efficacité pure et absolue. Dès que je cherche à optimiser ma journée avec la méthode la plus rentable, j'applique la technique. Vous êtes en plein dans le système technicien, oui. Mais il y a un point crucial dans nos notes sur ça. Souvent, on associe cette recherche de rentabilité au capitalisme. Des critiques marxistes ou des figures comme Michel Rocard disaient que la tech servait juste à maximiser le profit. Et c'est une vue très superficielle selon Ellul. Et on reste neutre politiquement ici, on se contente de rapporter son analyse. Bien sûr. Ellul affirme qu'il ne faut pas confondre technologie et économie. Le système technicien a prospéré tout autant sous des régimes communistes que capitalistes. Parce que son but n'est pas l'argent. Non. Son but ultime, c'est sa propre croissance par l'efficacité. Il cherche juste à s'optimiser. Le résultat direct, c'est une réification totale. La réification. Le système traite inévitablement l'humain comme un simple objet neutre à optimiser, une ressource parmi d'autres sur un tableur. Quel voyage intellectuel quand même, hein. Il est temps de faire la synthèse de cette exploration. Allons-y. On est parti de cette fameuse usine pointilliste de Seurat pour déconstruire les illusions de la société post-industrielle et du spectacle. Et on a compris que la méga-machine est un mythe, mais que la réalité n'est pas moins troublante. Le système technicien, c'est cet environnement abstrait, régi par l'efficacité dans lequel nous nageons tous les jours. Mais alors, pourquoi est-ce vital de comprendre tout ça pour les personnes qui nous écoutent? Cela soulève une question importante. Nommer correctement notre monde, c'est retrouver la capacité de penser par soi-même. Ne plus être juste ébloui par le spectacle ou la consommation. Réaliser qu'on n'est pas obligé d'être des objets passifs dans l'équation de la rentabilité. C'est exactement ça. Ça me donne envie de partager une dernière pensée, une petite graine à faire germer. Si le système technicien ne reconnaît et ne valorise que ce qui est le moyen le plus efficace, que devient la place des valeurs humaines? Ces valeurs qui sont fondamentalement inefficaces. Par essence, oui. L'amour, le deuil, la flânerie, l'art ou l'hésitation morale. Un ordinateur ne peut pas optimiser tout ça.
Ce système technicien, c'est cet environnement abstrait, régi par l'efficacité, dans lequel nous nageons tous les jours. Mais alors pourquoi est-ce vital de comprendre tout ça pour les personnes qui nous écoutent? Cela soulève une question importante. Nommer correctement notre monde, c'est retrouver la capacité de penser par soi-même. Ne plus être juste ébloui par le spectacle ou la consommation. Réaliser qu'on n'est pas obligé d'être des objets passifs dans l'équation de la rentabilité. C'est exactement ça. Ça me donne envie de partager une dernière pensée, une petite graine à faire germer. Si le système technicien ne reconnaît et ne valorise que ce qui est le moyen le plus efficace, que devient la place des valeurs humaines? Ces valeurs qui sont fondamentalement inefficaces. Par essence, oui. L'amour, le deuil, la flânerie, l'art ou l'hésitation morale. Un ordinateur ne peut pas optimiser tout ça. Le système technicien, c'est cet environnement abstrait, régi par l'efficacité, dans lequel nous nageons tous les jours. Mais alors pourquoi est-ce vital de comprendre tout ça pour les personnes qui nous écoutent? Cela soulève une question importante. Nommer correctement notre monde, c'est retrouver la capacité de penser par soi-même. Ne plus être juste ébloui par le spectacle ou la consommation. Réaliser qu'on n'est pas obligé d'être des objets passifs dans l'équation de la rentabilité. C'est exactement ça. Ça me donne envie de partager une dernière pensée, une petite graine à faire germer. Si le système technicien ne reconnaît et ne valorise que ce qui est le moyen le plus efficace, que devient la place des valeurs humaines? Ces valeurs qui sont fondamentalement inefficaces. Par essence, oui. L'amour, le deuil, la flânerie, l'art ou l'hésitation morale. Un ordinateur ne peut pas optimiser tout ça.
Le système technicien, c'est cet environnement abstrait, régi par l'efficacité, dans lequel nous nageons tous les jours. Mais alors pourquoi est-ce vital de comprendre tout ça pour les personnes qui nous écoutent? Cela soulève une question importante. Nommer correctement notre monde, c'est retrouver la capacité de penser par soi-même, ne plus être juste ébloui par le spectacle ou la consommation. Réaliser qu'on n'est pas obligé d'être des objets passifs dans l'équation de la rentabilité. C'est exactement ça. Ça me donne envie de partager une dernière pensée, une petite graine à faire germer. Si le système technicien ne reconnaît et ne valorise que ce qui est le moyen le plus efficace, que devient la place des valeurs humaines? Ces valeurs qui sont fondamentalement inefficaces. Par essence, oui. L'amour, le deuil, la flânerie, l'art ou l'hésitation morale. Un ordinateur ne peut pas optimiser tout ça. Ça ne rentre pas dans les cases. Alors on peut se demander, le système finira-t-il par considérer l'âme humaine comme un simple bruit statistique à éliminer pour que la machine tourne mieux? C'est un vrai mystère à méditer en observant notre monde. Merci beaucoup pour cette analyse lumineuse. Merci, c'était un plaisir de décortiquer tout ça. À très bientôt pour une nouvelle plongée en profondeur.